Véronique Prince, Michel David, Alec Castonguay, bonsoir. 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 Alors, on a entendu le fameux mot Nordvolt aujourd'hui. L'opposition a pris le cheval. Véronique a galopé parce qu'il faut expliquer un peu, c'est un projet important. Le gouvernement a mis 1,2 milliard là-dedans, une mine dans le Nord, usine de transformation à Bécancour. Et là, ça ralentit ce projet-là. Il y avait une recommandation de ne pas investir. Bon, bref. Est-ce que, Véronique, c'est un nouveau Nordvolt? Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que le gouvernement se sent coincé ou qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est sûr qu'on n'en serait pas là s'il n'y avait pas eu le traumatisme Nordvolt. Parce que c'est sûr qu'il y a des parallèles à faire, là, veut pas, là. C'est-à-dire que le gouvernement, dans le cas de Nemaska Lithium, a fait fi de recommandations de fonctionnaires du ministère des Ressources naturelles qui recommandaient de ne pas investir la première tranche de 250 millions de dollars investis par Pierre Fitzgibbon. Puis après ça, le reste du financement, c'était quand même Christine Fréchine qui était ministre de l'Économie. Dans le cas de Nordvolt aussi, on se rappelle que les fonctionnaires avaient donné l'avis de faire un BAP, le gouvernement avait contourné ça, il y avait des risques aussi. Par contre, on ne peut pas faire tous les parallèles avec Nordvolt. Dans le cas de Nordvolt, c'était une start-up suédoise. Là, on parle quand même d'une multinationale, Rio Tinto, avec la majorité de ses actifs ici au Canada. Et ce que le gouvernement a raison de dire dans un sens, c'est que dans tous les grands projets comme ça, il y en a des risques. Le risque zéro n'existe pas. Mais ce que le gouvernement ne dit pas, c'est que dans tous les projets comme ça aussi, il y en a de la pression politique pour que ça se réalise parce que les ministres et le gouvernement veulent livrer, surtout dans le cas de la filière batterie. M. Legault voulait en faire un leg. Maintenant, ce qui est embarrassant pour Christine Fréchette, c'est qu'alors qu'elle veut se dissocier justement du gouvernement Legault, elle dit que c'est un nouveau gouvernement, elle ne peut pas le faire parce qu'elle a été impliquée quand même dans ce dossier-là. Elle a accepté de donner davantage de financement. Ouais. Et rien ne dit que ça va échouer encore. C'est pour ça que, évidemment, l'opposition joue son rôle. Très bien. On va écouter, si vous le voulez bien, Michel et Alec, avant de vous laisser parler. M. Fortin, Paul Saint-Pierre Plamondon, Mme Fréchette, à la période de questions. Le gouvernement avait été averti. Il savait que c'était un investissement mal avisé. Il savait qu'il prenait 250 millions de l'argent des Québécois et qu'il jouait à la roulette. Et le cas de Nemaska Lithium en dit long sur ce gouvernement. Il est typique de la gouvernance caquiste. Il n'y a pas de perte. Le projet, il vaut 4 milliards. Le gouvernement du Québec en a injecté 1,2 milliard à ce jour. Et c'est un projet de développement économique dans lequel on est partenaire. Donc, ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, loin de là. Ah, Michel David, évidemment, l'opposition a beau jeu, mais c'est pas sûr que ça va être un échec. Mais évidemment, eux, il y a une jeu de politique, là, Michel. Oui, bien évidemment. Et étant donné ce qui s'est passé dans Nordvolt, c'est pas difficile de faire le parallèle. Maintenant, c'est vrai que Rio Tinto, ça a les reins pas mal plus solides que Nordvolt, mais ça ne veut pas dire qu'une multinationale n'est pas capable d'abandonner un projet si elle ne le trouve pas rentable. Là, c'est mis sur pause. On le sait, l'industrie de la filière batterie, ça a de l'avenir, mais disons que c'est un avenir qui peut marcher au ralenti de temps à autre. Alors, il n'y a aucune garantie. Ce qui me trouble un peu là-dedans, c'est d'entendre le ministre des Finances dire « Oui, j'ai autorisé 250 millions, mais je n'étais pas au courant que le ministère des Ressources naturelles avait donné un avis défavorable. » C'est quand même pas des pinottes, là, 250 millions. Il me semble que quand on autorise à débourser de cet ordre-là, on fait le tour du dossier. Alors, ça donne l'impression qu'il y a eu des coins qui ont été tournés pas mal ronds. On poussait, on voulait que ça marche. Alec? C'est sûr. Oui, Alec? Oui, il y avait clairement un avis divergent entre le ministère de l'Économie, Investissement Québec d'un côté et Ressources naturelles de l'autre. Et là, on avait des discussions sur quelles conditions on met. Est-ce que c'est risqué autant que le dit le ministère des Ressources naturelles? Mais il faut comprendre la position d'Économie et d'Investissement Québec à ce moment-là, parce que Nemaska Lithium, c'est comme la clé de voûte de toute la filière batterie. La raison pour laquelle ensuite GM et Ford sont venus s'installer à Bécancour, puis ça, c'est deux projets aussi qui sont sur pause, mais c'était parce qu'on avait de la transformation de lithium. C'est parce que ça venait de Nemaska Lithium qui est comme à la base de la chaîne. Donc, on extirpe ça de la mine, on le transforme. À côté, on a des usines de Ford, GM, éventuellement de Nordvolt. Tout l'écosystème s'approvisionne chez Nemaska Lithium. C'est ça qui est l'objectif de base. Donc, quand vous regardez la séquence, Nemaska Lithium démarre, puis quelques semaines plus tard, on a Ford puis GM qui annoncent leur arrivée à Bécancour. Donc, c'est sûr qu'au ministère de l'Économie et
d'Investissement Québec ont dit, on a besoin du feu vert, là. On comprend vos critiques, on va ajuster un peu les affaires, mais on a besoin du feu vert. On a 1,5 milliard d'investissements qui s'en viennent, nous autres, en arrière. Donc, c'est dans ce contexte-là, à l'époque, que la discussion a eu lieu puis que l'avis défavorable initial a été renversé. Bon, est-ce que ce projet-là, éventuellement, va finir comme Nordvolt? Ça me semble peu probable. Les garanties sont meilleures. Véronique parlait des reins solides de Rio Tinto, puis le lithium demeure en demande. Mais c'est clair qu'il y a eu des problèmes dans la croissance de ce projet-là qui fait en sorte qu'on en a mis et on en a mis et on en a mis. Pour l'instant, on n'est pas encore rendu à la rentabilité, là. Très bien. Alors, autre sujet, ce matin, je vous laisse entendre Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit « Je crains que nous soyons espionnés par le fédéral. » Puis c'est drôle, on parlait de Claude Morin la semaine dernière, Michel, ensemble ici, à ce panel. Espionnés par le fédéral, on écoute puis on revient. À chaque fois que je sais qu'on a une rencontre où est-ce qu'on réfléchit à ce qu'on va faire, les téléphones vont dans du Faraday, puis on sort ça de la pièce, automatique. On sait notre histoire. Donc, on sait qu'à chaque décennie, le gouvernement du Canada a posé des gestes éthiquement et légalement très douteux de surveillance sur les élus du Parti québécois. Ils sont même allés jusqu'à saisir nos listes de membres, puis à arrêter du monde. Il n'y a pas de... Donc, on travaille en se disant que c'est très possible que ce soit le cas. Un Faraday, là, pour ceux c'est un sac qui met à l'abri les appareils électroniques. Là, les ondes ne peuvent plus traverser. Donc, puis c'est factuellement vrai ce qu'il dit, les listes volées à l'époque. Michel David, on ne le sait pas, mais c'est possible. Politiquement, comment tout ça peut se jouer? Bien, c'est très possible. Écoutez, bon, il y a eu toute l'historique du PQ dont on parle, mais vous savez, la GRC puis le SCRS, qui a repris une partie de ses responsabilités par la suite, ils surveillent tout le monde, là. Il y a le PQ, bien sûr, mais il y a eu les associations étudiantes, les communautés autochtones, des journalistes. Alors, apprendre que la GRC ou le CRS surveillerait le PQ, personne ne tomberait en bas de sa chaise, là. Politiquement, bien, c'est certain que ça a l'air, encore une fois, de la façon dont le PQ veut le présenter, le grand frère fédéral qui le surveille, qui cautionne peut-être des gestes illégaux. C'est certain que pour le PQ, c'est du bonbon, ça, cette histoire-là. Mais on ne le saura pas. Il y a eu, dans le passé, 2 commissions d'enquête, souvenez-vous, là, McDonald et Keb, qui ont démontré que oui, il y en avait de la surveillance. Alors, je serais bien étonné que étant donné les chances que le PQ prenne le pouvoir, à Ottawa, on ne s'organise pas pour les surveiller. Alec? Oui, je pense que tout le monde suit attentivement ce qui se passe en politique québécoise. Je ne sais pas si on irait jusqu'à implanter des logiciels espions dans des téléphones de députés. Si on fait ça, en tout cas, on s'expose à de grands risques à Ottawa, parce que si c'est découvert, ça ferait un gros scandale. Imagine. Donc, est-ce qu'on va jusque-là? Je ne sais pas. Bon, j'ai des doutes qu'on soit obligé d'aller jusque-là, mais bon, peut-être qu'au Parti québécois, on le craint, et c'est tout à fait correct. Je veux dire, le PQ a le droit de se gouverner de la façon qu'il l'entend. S'il décide au PQ de mettre leur téléphone dans des sacs hermétiques avant des réunions importantes, un peu comme on le fait au Conseil des ministres. Avant d'arriver au Conseil des ministres, les ministres mettent leur téléphone dans des casiers, n'ont pas le droit de les apporter pour pas être distraits, pour pas enregistrer, pour pas écrire des notes. Donc, si on le fait au PQ, ils le feront bien s'ils le veulent. Ce serait pas la première fois qu'il y a des partis politiques, pas juste au PQ, où on est paranoïaque, puis on pense que d'autres partis politiques nous espionnent ou qu'on a des espions à l'intérieur du caucus qui coulent des informations. Je veux dire, la politique est un milieu où on est inquiet de nature sur ce que l'adversaire va savoir de nos stratégies. Est-ce qu'on irait au fédéral jusque-là? Bon, je ne sais pas. J'ose espérer que les temps ont changé par rapport aux années 60 et aux années 70, mais bon, le PQ, s'ils veulent faire attention, qu'ils le fassent. Oui, parce que si il était prouvé, puis personne ne le sait pour l'instant, que... Non, même au PQ, on dit on n'a pas... Oui, exact. Même au PQ, effectivement. Mais c'était prouvé que des députés du Parti québécois étaient sous écoute. C'est une gigantesque histoire, là. C'est pas oui, c'est normal que le Canada fasse ça. Mais je vous fais entendre, Véronique, avant de vous laisser la parole, Ruba Gazal et Yann Lafrenière, qui, eux, ne s'énervent pas du tout. On écoute. Est-ce que vous craignez d'être espionné par le fédéral actuellement? Ce que laissait entendre tantôt le chef péquiste? J'ai pas ces craintes-là, non.
Je les entends, je ne partage pas leur inquiétude. Moi, ce qui présentement m'inquiète, puis vous savez, c'est pour ça qu'on a créé le ministère de la Sécurité intérieure, c'est l'ingérence étrangère. C'est pas... Ce que je viens de dire, c'est que je les entends. Je ne dis pas que c'est impossible. J'en doute beaucoup. Véronique, donc, c'est ça. M. Lafrenière est moins... craint moins, disons. Oui, puis en même temps, je pense que ça prend un mandat judiciaire de la GRC. Il faut que ce soit signé par un juge. Donc, il y a quand même plusieurs étapes qui font en sorte qu'on pourrait peut-être plus s'en rendre compte aujourd'hui s'il y avait finalement de l'espionnage, puis que ce serait encore plus difficile à expliquer, là. Mais les partis politiques, moi, j'ai trouvé aujourd'hui, n'ont pas ridiculisé Paul Saint-Pierre Plamondon et le Parti québécois là-dessus en disant, ben voyons donc, encore le PQ qui se prend pour une victime. Ils n'ont pas dit ça. Parce que je pense qu'eux-mêmes savent très bien qu'il y en a des risques, autant pour le Parti québécois que pour eux-mêmes. Et c'est pourquoi Yann Lafrenière l'a expliqué. D'après lui, c'est des risques beaucoup plus larges. Lui, il ne pense pas que c'est nécessairement du fédéral que ça peut venir, mais que ça peut venir d'ailleurs, d'une menace extérieure, de gens qui ont des intérêts à savoir ce qui se passe au gouvernement. Puis à partir du moment où un parti comme le Parti québécois est aux portes du pouvoir et veut faire un référendum, bien, peut-être qu'à ce moment-là, le risque même d'ingérence étrangère est encore peut-être plus grand que le risque d'ingérence fédérale. Donc, il y a ça aussi. Le contexte a quand même changé, là. Mais les deux se mélangent bien. On peut très bien dire que sous prétexte de se prémunir contre l'ingérence étrangère, on surveille des partis politiques. Est-ce que, vous vous souvenez, à l'époque, c'était la France qui était soupçonnée de travailler secrètement à l'indépendance du Québec. On pourrait imaginer que, bon, la Russie ou la Chine essaient de déstabiliser le Canada par l'intermédiaire du PQ. Enfin, vous savez, quand on fait du renseignement, là, on est... Tout devient possible. Oui, on est aussi paranoïaque que ceux qu'on surveille. Alec? Ben, je vais juste rappeler que les fonctionnaires fédéraux n'ont pas le droit d'utiliser TikTok, là. Il y a des raisons pour ça. Hein? Je veux dire, c'est pas seulement des logiciels espions d'autres États. Il y a toutes sortes de manières de savoir ce que les gens pensent, qu'ils font, leurs habitudes de vie. Ces petits téléphones qu'on aime avoir avec nous comportent des risques. Alors, c'est bien évident qu'il faut faire attention. De là à dire, bon, ce sera quelqu'un de notre propre pays qui va nous espionner, je sais pas. On n'a pas de preuve à ça, mais que les partis politiques en général fassent attention, tout à fait normal. Bien ça, sûr. ça me semble Mais correct. les espions devraient faire attention aussi. Parce qu'encore une fois, s'il était prouvé qu'il y avait des opérations d'écoute illégales par un service secret canadien auprès de députés élus, aïe aïe, ça ferait une grosse manchette, disons. OK. Oui. Madame Fréchette, Véronique Prince, Oui. un peu plus, puis elle va amener M. Carney avec elle à Paris. Je veux dire, c'est le petit livre Carney on a appris hier soir, donc, qu'elle quittait samedi pour Paris. Donc, un voyage qui est toujours significatif, c'est peut-être exagéré, mais important. En France, expliquez-moi la stratégie. Là. M. Carney avait exactement fait ça. Là. Oui, mais moi, je vois pas tant de parallèles avec OK. M. Carney. Ah bon? Non, pas tant que ça, non, parce que M. Carney veut accroître l'influence du Canada à l'étranger en voyant que il y a de la difficulté avec les États-Unis, il faut aller chercher d'autres partenaires ailleurs. Puis on a bien vu sa stratégie, justement, d'augmenter cette influence, qui n'était plus le cas sous Justin Trudeau. Dans le cas de Christine Fréchette, c'est pas nécessairement d'augmenter l'influence du Québec en France, là. D'abord, c'est symbolique. Il y a toujours eu des liens importants entre le Québec et la France en raison de la culture, la langue, etc., etc. Mais moi, je vois deux choses. Premièrement, elle essaie de réaliser en 1 mois et demi, là, parce que son calendrier à elle, il est jusqu'au 24 juin. Son équipe prévoit ça jusqu'au 24 juin. Il faut qu'elle fasse tout jusqu'au 24 juin. Donc, il faut qu'elle fasse ce qu'un premier ministre ferait en à peu près 7-8 mois. Il faut qu'elle fasse en 1 mois et demi, incluant des visites diplomatiques comme celle-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, elle veut montrer qu'elle est première ministrable. Vous allez me dire, elle l'est déjà, mais il ne faut pas juste qu'elle fasse de l'intendance. Se faire voir aux côtés du président Emmanuel Macron, ça, ce serait l'image idéale. Ça lui donnerait de l'envergure, de la stature, et elle en a besoin pour la prochaine campagne électorale. Alors, Mark Carney veut surtout positionner le Canada. Oui. Je pense que Mme Fréchette veut surtout peut-être se positionner, elle, Oui, mais qu'elle n'a pas le choix de faire. Oui, en toute amitié. Et oui, mais il voulait aussi, puis rappelez-vous, c'était les premières visites, puis il n'était pas encore élu. Il voulait montrer qu'il rayonnait sur la scène internationale pour monter un peu son aura. Michel David, Mme Fréchette, oui, il y aura des dossiers
commun, mais c'est aussi un très beau, passez-moi l'expression, un très beau photo-op si elle rencontre M. Macron. Oui, tout à fait. Et j'ai l'impression qu'elle va le rencontrer parce qu'on n'aurait pas commencé à laisser entendre qu'elle va le rencontrer puis qu'il ne le rencontre plus. Là, ça aurait l'air d'un échec. Alors, je pense que ça va se faire. Mais c'est... Bon, on peut voir ça comme M. Carney, même si je ne pense pas que Mme Fréchette va voyager dans, je ne sais pas quoi, une vingtaine de pays avec le peu de temps, de toute façon, dont elle dispose. Mais c'est un peu une tradition, ça, au Québec. Il y a 2 axes principaux de notre politique internationale. Il y a les États-Unis et il y a la France. Tous les premiers ministres là, ont ces 2 axes-là comme priorité quand ils commencent à voyager. Alors, elle s'inscrit dans une certaine continuité. Et maintenant, si je comprends bien, parce qu'on n'a pas vu le programme, elle va surtout se concentrer dans ses rencontres sur des intervenants dans le secteur de la défense. Et là, ça devient l'espèce de jackpot là, qu'on veut aller chercher tout le monde. Alors, Mme Fréchette, je pense, veut aussi signifier que le Québec est dans la course, pas rien que pour la banque, là, mais aussi pour les entreprises qui viendraient éventuellement faire de la fabrication au Canada. Puis il y a Airbus qui annonce, il y a eu des bonnes nouvelles récemment pour Airbus. Elle va rencontrer des gens d'Airbus aussi s'il y avait une deuxième usine éventuellement à Mirabel. Alec, comment vous voyez ce voyage? Je pense que c'est une rencontre des intérêts communs d'Emmanuel Macron et de Christine Fréchette. Quand vous regardez ce qu'Emmanuel Macron met sur ses réseaux sociaux depuis quelques semaines, je pense qu'il passe son temps à parler de sous-marins, puis d'avions de chasse, puis de réarmement de l'Europe, parce que c'est un sujet qu'il aime. Et donc, les 800 milliards d'euros annoncés par l'Europe pour augmenter leur capacité de défense, Emmanuel Macron, c'est un sujet qui lui tient à cœur. Donc, recevoir quelqu'un qui veut en parler, qui veut être partenaire, qui a des entreprises françaises en sol québécois pour des investissements, il va être content. Et ça va mal sur le plan intérieur pour Emmanuel Macron. Il ne lui reste à peu près que l'international pour se démarquer. Il parle du Moyen-Orient, il parle de différentes choses. Donc, recevoir une première ministre québécoise qui vient d'arriver, c'est toujours bon aussi pour lui. Je veux dire, en termes de culturel, c'est bon pour lui, ça va faire des belles images. On va parler d'autres choses pendant une journée. Donc, je pense aussi qu'elle va réussir à le rencontrer. Dans les 2 cas, ça va les servir. Dans le cas de Christine Fréchette, je ne répéterai pas ce que Véronique et Michel ont dit, mais oui, ça va être bon pour son image. Ça va être des belles images. Peut-être que même Emmanuel Macron va descendre quelques marches pour l'accueillir au bas du tapis rouge, selon le protocole français là, pour lui faire un bel accueil. Voilà. Oui. Ça serait un bon coup pour elle parce que je rappelle que François Legault, qui était allé à l'automne, n'avait pas réussi à rencontrer Emmanuel Macron. En fait, il l'avait croisé dans un salon, mais d'obtenir une rencontre en tant que telle, il y en avait une avec Michel Barnier, l'ancien premier ministre, puis les premiers ministres n'arrêtent pas de changer. Là. Fait que c'est sûr qu'elle aurait une rencontre plus importante que François Legault a pu en avoir une. C'est intéressant. Donc, on va suivre ça jusqu'où il va aller, jusqu'à la voiture, l'accueillir. Donc, il y aura des... Avez-vous hâte au sondage? Moi, j'ai hâte au prochain sondage. Est-ce que ça a bougé? Demain? Oui, demain, il y en a un. Est-ce que vous avez l'impression que ça a bougé vite? Oui, non? Avez-vous l'impression que ça bouge un peu, Alec? Je ne sais pas si ça va bouger, mais si ça ne bouge pas en faveur de Christine Fréchette, les carottes sont cuites. Je veux dire, avec le mois qu'elle a connu, là, s'il n'y a pas de hausse pour Christine Fréchette, et je parle pas d'un bond spectaculaire qui la mettrait première, là, je parle progression dans les intentions de vote. 5 points, 5 points. 3-4 points, on va le prendre du côté de la CAQ, mais si c'est flat et que ça bouge pas, c'est des mauvaises nouvelles. Michel, est-ce que ça bouge d'après vous? C'est le fun de vous poser la question avant le sondage. Oui, j'ai l'impression que ça va bouger du côté de la CAQ. De façon positive. Je ne serais pas surpris que Mme Fréchette ou la CAQ, disons, se retrouve autour de 20 là, ce qui serait déjà... Le chiffre magique, 2. Une belle... Oui, tout à fait. 2. Véronique, ça bouge d'après vous? Je ne sais pas, je ne veux pas oser prédire, mais si ça baisse pour les libéraux, parce que là, on parle beaucoup de la CAQ en disant que ce serait bon pour Mme Fréchette que ça augmente, mais ce ne serait pas bon non plus pour Charles Milliard si ça diminue, parce qu'on a l'impression qu'il y a des vases communicants en ce moment entre les deux. Là. Très bien. Merci beaucoup à vous 3.